Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui est devenu un club de livres où on parle de nos lectures. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul et sur Twitter, c'est CellMachineFR. Même si honnêtement, je tweete jamais, donc c'est peut-être pas très intéressant de me suivre. Mais sinon, l'introduction est un peu trop courte. Effectivement, et c'est juste un truc pour remplacer l'URL de ton site qui est encore sur le document d'ailleurs qu'on utilise pour lire nos introductions. Aujourd'hui, on parle peut-être le retirer parce que je reçois des emails chaque semaine de gens me disant je comprends pas ton site. Tu tweets pas assez ? Non, qu'ils n'arrivent pas à accéder à mon site en fait. Donc peut-être que je dois le retirer. Je vais me le rajouter sur la to-do list maintenant. Retirer l'URL. Je pense surtout que les gens qui écoutent nos anciens épisodes où tu mentionnes le nom de ton site, du coup se mettent à taper l'URL et se disent bah tiens, pauvre Paul, son site est down. Je vais lui filer un coup de main en lui disant que son site n'est plus en ligne. Et donc du coup tu reçois des emails là-dessus. Moi j'aurais mis peut-être une page à la place pour le maintenir, peut-être en disant que le site n'existe plus. Actuellement, je redirige vers mon site personnel où il y a un article qui est pas génial. Mais pour l'instant, j'en suis là. Ça marche. Donc aujourd'hui, on parle de Shoe Dog, le bouquin écrit par un monsieur qui s'appelle Phil Knight. Phil Knight, c'est pas quelqu'un forcément dont vous connaissez le nom, mais vous connaissez sans doute l'entreprise qu'il a créée, puisque c'est le fondateur de Nike, qui a donc écrit l'an dernier, en 2016, son autobiographie où il raconte un peu l'histoire de comment il a monté Nike. Le bouquin est assez intéressant dans le sens où il raconte pas toute sa vie, il se concentre uniquement sur les débuts en fait de Nike, entre le moment où il va avoir l'idée, il va aller au Japon, commencer à trouver un fournisseur, et ça s'arrête essentiellement au moment où l'entreprise va rentrer en bourse, donc où ils ont à peu près atteint un certain niveau de succès. Donc on est sur une période d'une vingtaine d'années, il me semble. Environ, ouais. Et donc on raconte l'histoire qui est la plus kiffante en fait dans toute biographie d'entrepreneur, c'est-à-dire le moment où il monte. Parce que souvent sur une biographie, on te raconte le moment où il est enfant, franchement on s'en fout un peu, et après il y a toute la partie à la fin où ils ont déjà une grosse boîte et où ils les font tourner. Il en parle un peu comme ça, comme intéressant de voir l'enfance est souvent comme assez révélatrice, quoi. Mais il donne beaucoup moins de détails sur son enfance que sur d'autres biographies. Clairement. J'avais lu une biographie de John D. Rockefeller, et il raconte la vie de ses grands-parents, de ses parents, et lui son enfance. T'as toute son arbre généalogique, t'es à la page 150 du bouquin, et le mec il a 12 ans. Mais c'est un peu ce qui est problématique, c'est ce qui est souvent gênant avec les biographies, c'est qu'il y en a, il y a beaucoup de biographes, ils font vraiment un inventaire complet, quoi, un historique complet. Et là, justement, vu que c'est une biographie écrite par un journaliste externe, ouais. Vu que lui, c'est une autobiographie, il pouvait savoir ce qui était important, en fait. Il pouvait savoir qu'est-ce qui a joué et donc se concentrer là-dessus. Et aussi, qu'est-ce qu'il voulait transmettre, de quoi il voulait... il a pu faire ce choix-là. Effectivement, et je pense que l'autre élément qui rend les autobiographies particulièrement impactantes, c'est que tu as toute une teneur émotionnelle, quoi. Tu vois comment lui, qui est au moment où il écrit le bouquin, un vieil homme, comment il repense à sa vie et quels étaient selon lui les moments tournants, les décisions importantes, les erreurs qu'il a faites et ce qu'il peut avoir comme regret, au contraire comme fierté par rapport à sa carrière. C'est assez touchant de voir comme ça un peu l'arc d'une vie. Notamment, il y a quelque chose, on va en parler plus tard, mais moi qui m'a beaucoup touché, c'est il répète plusieurs fois dans le livre j'aimerais, si c'était possible, je le referais à nouveau, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans le bouquin le plus. Et du coup, ce serait peut-être mis en conclusion, ça. C'est que c'était l'aventure de sa vie, en fait. C'était vraiment tout pour lui. Il se définit par ça, en fait. Et il a aucun regret par rapport à cette aventure-là. Il est content d'avoir vécu cette aventure. Sur ce, on va donc se plonger dans le gros de l'épisode. Essentiellement, on a lu le bouquin qu'on vous conseille tous les deux et on en a identifié 17 leçons différentes qu'on va parcourir dans cet épisode en citant un petit peu les exemples qui nous ont marqués dans le bouquin. Et la première leçon qu'on a notée, c'est la question du cash flow quand tu montes un business de produits physiques. Ça, c'est un peu un running gag avec Nike. C'est que maintenant, on est habitué en fait aux startups Internet qui, en gros, font des levées de fonds massives qui, en plus, n'ont pas besoin de vraiment dépenser de l'argent en avance et qui, du coup, ont un cash flow plutôt facile, en fait. Et en gros, 95% de ce qu'elles dépensent, presque, c'est du marketing, au final. Là, c'est très différent. C'est-à-dire qu'à l'époque... T'oublies les développeurs, mais...
Ouais, mais par exemple, Uber, je suis sûr que 95% c'est du marketing pour s'installer d'un pays à l'autre. Airbnb, c'est 95% de marketing, je pense aussi. Je pense que dans beaucoup de cas, maintenant, c'est une fois que tu as la technologie, il faut juste la répandre et atteindre une certaine échelle, quoi. Et pour la répandre et atteindre une certaine échelle, c'est des dépenses marketing. Peut-être que je me trompe, à 95%, Donc la c'est peut-être exagéré. différence, ouais. La différence du coup par rapport à Nike, c'est que en fait, niveau marketing, il se débrouille bien, ses ventes grossissent bien, mais pour continuer à faire grossir sa boîte et pour continuer à avancer, il doit systématiquement recommander de nouveaux produits et donc il doit Et systématiquement qui prennent commander de 3 à 6 mois à l'inventaire. arriver. Et en fait, il a beau faire rentrer de l'argent, il a beau faire des ventes, il remet tout son argent dans de l'inventaire et il est obligé de prendre des prêts par rapport à sa banque pour pouvoir financer son inventaire. Et donc, il est en permanence sur le fil du rasoir pour pouvoir financer ses nouvelles commandes qui, effectivement, prennent du temps à arriver. Il faut les vendre le plus rapidement possible pour faire rentrer l'argent, pour pouvoir payer la banque. Et donc, il est pendant des années, alors que pourtant, tu vois ses ventes, il est à des ventes qui sont totalement raisonnables. Tu te dirais, Ils doublent chaque an. il devrait avoir de la marge. Et en fait, non, parce que justement, il a ce problème de cash flow. Effectivement, et je pense qu'il y a 2 aspects là-dessus. Il y a l'aspect produit physique qui fait qu'effectivement, il y a une question d'inventaire. Et par exemple, il faut savoir que si ça vient par bateau, ça prend peut-être le long de production, peut-être 1 mois pour produire, plus 2 mois de bateau, ça arrive après 3 mois. On va dire qu'il y a des rentissants, ça prend 4 mois. Et tu as déjà payé, en fait. Donc pendant 4 mois, tu attends que tes produits arrivent et l'argent ne rentre pas. Et ensuite, donc, le produit arrive. Et après, imaginons que tu mets 3 mois pour écouler le stock. Au final, tu récupères ton argent au bout de 7 mois. Ce qui rend au niveau du cash flow assez compliqué. Et aussi, autre chose, c'est que je pense que maintenant, si Nike existait maintenant, en fait, ce serait pas tellement un problème parce qu'ils pourraient trouver ils pourraient trouver du capital, en fait, des gens qui leur prêtent de l'argent. Sauf qu'à l'époque, donc les années 60-70, il n'y avait pas il y avait pas de business angel, il n'y avait pas de, comment ça s'appelle en français? De capital risque, essentiellement. Et donc, il fallait qu'il aille voir les Capital banques risque. classiques. Et les banques classiques, pour elles, ce qui comptait, c'était vraiment le profit, quoi. C'est-à-dire, lui, il était en fait à break-even, donc en fait, son cash flow était pas positif et pas négatif non plus, à peu près. Et pour eux, les banquiers comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi tu fais ça? Le but, c'est pas de grossir, le but, c'est de gagner de l'argent. Et donc, il n'avait pas accès à tout ce capital. Et donc, il a passé littéralement 10 ans à galérer niveau cash flow. Enfin, 10 ans, c'est monstrueux comme période. Donc, pendant 10 ans, chaque mois, il était à la limite de la limite pour pouvoir payer ce qu'il devait. Et ça, je trouve ça, d'un point de vue stress, ça devait être quelque chose quand même, quoi. Et d'ailleurs, il y a toute une partie assez drôle où il redevient comptable. Il va faire de l'audit chez Pricewaterhouse pour pouvoir vivre. Parce que sa boîte a beau vendre, a beau grossir, il arrive pas à en tirer assez de cash parce qu'il doit tout réinvestir dans son inventaire. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il met quelque chose comme 3 ans avant de quitter son boulot, et ensuite il met peut-être encore 3 ou 4 ans avant de vraiment se payer un vrai salaire, quoi. C'est vraiment... je pense que maintenant, on n'a pas cette notion de sacrifice que lui a eu, en tout cas à l'époque. Et donc, moi, j'ai entendu des histoires similaires, bon, certes moins extrêmes, parmi les gens qui font du Amazon FBA, c'est-à-dire l'histoire, c'est que bah, tu fais rentrer du cash, tu as des marges qui sont correctes, mais tu es systématiquement, si tu veux grossir, à réinvestir tout ton argent dans la production. C'est quelque chose que tu as un peu vécu, cette idée que tu as beau faire beaucoup de ventes, tout ton argent, si tu veux grossir, tu es obligé de le renvoyer pour racheter des stocks. Pas vraiment, parce que moi, j'étais assez conservateur sur le lancement de nouveaux produits, en fait. Et j'ai aussi des termes assez avantageux avec mes fournisseurs en termes de cash flow. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Comment ça, en termes assez avantageux, tu payais plus tard ou tu faisais des moins grosses commandes? C'est ça, en fait. En fait, tu t'arranges pour payer à certaines dates un peu plus tard. Toi, une fois qu'il y a une certaine confiance, ça peut se faire, quoi. Mais en l'occurrence, je pense qu'à l'époque, c'était plus compliqué parce que maintenant, tu vois, t'as une communication directe. À l'époque, c'était beaucoup plus simple de traiter avec les usines. Et donc, je pense qu'à mon avis, dans la situation, je crois pas qu'il précise ça, mais à mon avis, il devait payer 100% au moment de la production, quoi, au moment où ça commence à produire. Il me semble, ouais. Et d'ailleurs, qu'il y a souvent des retards de production et d'expédition sur ces usines qui sont au Japon. C'est un autre problème, qui lui pose de gros problèmes. C'est qu'en gros, et ça, c'est très fréquent, c'est qu'en gros, les usines ne le respectaient pas, tu vois. Vu qu'il était petit, si un client plus gros qui arrivait, qui disait moi, je veux que vous me fassiez en premier, bah, l'usine, il te vire sur le calendrier et te met après, quoi. Et ça, c'est toujours le cas, en fait. Et donc, lui, il a eu pas mal ce problème où, en gros, les usines s'en foutaient un peu de lui et aussi essayer carrément de le concurrencer ou de faire jouer la concurrence. Enfin, en gros, il y avait pas de... La loyauté s'arrêtait à l'argent, en fait. Et aussi, ça pouvait vite changer suivant qui gérait l'usine à un moment donné.
Et ça, toute cette problématique-là est aussi assez complexe. Et ce qui fait que, à mon avis, à l'époque, au niveau du cash flow, c'était encore plus violent que maintenant parce qu'il n'y avait pas une communication continue qui te permettait de négocier des termes plus avantageux. Ouais. Et bien sûr, il avait aussi l'aspect que il devait payer les intérêts vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire que, à partir du moment où il a emprunté de l'argent, même s'il n'a pas encore fait ses ventes, il n'a pas encore écoulé son stock, il doit quand même payer les intérêts et il peut pas du tout manquer en fait un seul paiement à sa banque parce que s'il fait ça, il aura plus son prochain prêt et il est cuit. Puisqu'à l'époque, évidemment, il avait le droit à utiliser 2 banques différentes. Il n'avait pas le droit d'aller dans des banques qui étaient à l'extérieur de son état. Et donc, il avait le choix entre 2 banques. C'était assez compliqué en termes de régulation. Et aussi en l'occurrence, dans la matière de non-respect, sa banque le respectait pas non plus, il le prenait pour un taré, quoi. Ce qui fait qu'il lui laissait pas des très grandes largesses au niveau de son crédit. Donc à ce niveau-là, à l'époque, ça devait être particulièrement difficile. Ouais. Point numéro 2 là-dessus qui est lié, c'est-à-dire que toutes ces difficultés, au final, lui, rétrospectivement, il le voit comme une aventure. Effectivement, je pense que en fait, souvent, les merdes et les galères, ça se transforme en excellente anecdote, en fait. Mais au moment où t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Et moi, notamment, quand j'ai lu, je me disais, putain, on fait quelque chose de très similaire, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Et je disais, putain, moi, c'est vachement fade comparé à lui, en fait. Sauf qu'en prenant un peu de recul, je me rends compte j'ai plein d'histoires un peu de ce style-là, de trucs un peu rocambolesques, de trucs assez marrants. Mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est qu'avec le recul que tu peux prendre un peu cette distance. Ça, c'est une belle phrase. Hein. C'est avec un peu de recul que tu prends cette distance, quoi. Totalement inutile. Ouais, c'est vrai. Je l'avais pas relevé, mais c'est vrai que c'est assez beau. Je pense que on va l'afficher sur le site quand les gens arrivent sur la page d'accueil. On mettra citation Paul 2017. Et du coup, est-ce que concrètement, au jour le jour, tu fais un effort particulier maintenant pour apprécier cette challenge ou pour te dire que au final, ça fait partie du jeu? Est-ce que c'est un truc que tu fais? Parce que moi, c'est quelque chose, je m'attrape souvent, tu vois, la main dans le sac en me disant putain ça fait chier, alors qu'au final c'est le business, tu vois, c'est ce que tu fais, c'est pour ça que tu le fais au final, le résoudre ces problèmes là. Totalement. Et à la suite de ce livre, j'ai fait quelque chose en fait c'est que j'écris les anecdotes. D'habitude je raconte plutôt des anecdotes marrantes de vie. Maintenant ce que je fais et je les garde pour moi pour le coup, mais je les écris donc sur Evernote où j'écris les anecdotes en fait. Et tu te rends compte que tu en as plein en termes de business, des trucs vraiment un peu improbables. T'en as et tu peux le faire carrément. Imaginons que dans la matinée, t'arrives une merde, tu peux carrément faire ça dans la soirée, quoi. Et du coup, ça relativise et ça fait partie d'un ensemble, tu vois. Ça fait partie il y a des hauts, il y a des bas. Si on fait juste partie, ça permet de relativiser assez facilement. Et aussi, ça permet de. Et puis, c'est une bonne préparation pour ta future autobiographie, Exactement, Amazon Dog. à transmettre. Mais ça fait. Moi, j'aimerais pas forcément faire une autobiographie ou qu'il y ait une biographie qui soit faite sur moi, mais ça te fait quand même pas mal réfléchir au narratif de ta vie, en fait. Quel genre de narratif tu veux avoir. Et ce bouquin, moi, ça m'y a fait pas mal penser. L'aspect suivant qui est ultra important dans le bouquin, c'est l'équipe, la capacité à pouvoir s'entourer. Moi, la scène qui m'a le plus marqué à ce point-là, c'est ils ont un truc, ça s'appelle comment? Ils font une espèce de retraite essentiellement de direction avec toute son équipe de direction, et ils sont, je pense, un peu moins d'une dizaine peut-être, et ils vont se retrouver autour d'une table et aller boire des coups et s'engueuler sur des problèmes, et ils disent en gros ils s'enferment dans une pièce et ils vont s'engueuler, s'insulter, se moquer les uns des autres pendant des heures, il y en a mais qui au final, partent. ouais. Et au final, ils arrivent toujours à trouver les solutions. Et il y a une scène assez marquante, je trouve, où il est là et tout le monde est en train de il y a un vacarme absolument, ça ressemble à rien. Et lui, il est là, il se dit, putain, c'est incroyable, ce groupe de personnes est totalement unique. Je suis heureux de partager cette aventure avec eux. Et donc, t'as cette galerie de personnages. C'est vrai que les personnages sont plus grands que nature. Ouais. Enfin, sont plus, comment on dit ça? Plus grands que nature. Bah, parfois, au sens propre c'est un du mot qui prend terme. du recul et décrit chaque personne. Parce qu'il y en a pas mal qui sont obèses. Ah, effectivement, vas-y. Donc, qui font une entreprise de chaussures de course et il a plusieurs obèses qui travaillent pour lui et qui sont des mecs totalement héroïques dans le business. C'est à moi, il prend un peu de recul pour prendre un peu de distance et il les décrit, tu sais, un par un. Et effectivement, t'as le mec qui est totalement alcoolique et qui pèse 350 kilos, alors que toi, il est censé travailler pour une marque de sport qui prône la course à pied. T'as l'autre qui est totalement névrosé, Johnson. Johnson, c'est le mec. Rien que pour lui, il faut que vous lisiez le livre, quoi. En fait, pour expliquer Johnson, c'est un mec. Ce qu'il faisait, c'est que
C'était le premier employé. Et il était totalement passionné. Et il écrivait des lettres et des lettres. Donc à Phil Knight, le fondateur de Nike, il lui écrivait des lettres avec plein d'idées, plein de trucs sur ses avancées en lui posant des questions. Et à chaque fois, Phil Knight répondait jamais. Il lui écrivait une lettre par jour. Donc du coup, c'est ça. Ouais, et une lettre par jour de 5 pages, quoi. Et après, il mettait des trucs passifs-agressifs, genre j'espère que cette fois-ci tu me répondras. Il lui répondait toujours pas. Et c'est juste c'est hallucinant d'ailleurs qu'il ait jamais démissionné parce qu'il se faisait totalement ignorer et en plus il montait le business à lui tout seul, il l'envoyait dans différentes villes, tu sais, il lui fait ouais tu veux pas aller monter un magasin sur la côte est, on a besoin d'un magasin, ok. Mec, du jour au lendemain il doit déménager sur la côte est, aller monter un magasin, il connaît personne et il le fait et il a héroïque quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a un moment aussi où justement il y a donc Phil Knight qui veut envoie le mec sur la côte est pour son magasin alors que l'autre il vient passer son temps à créer sur la côte ouest et c'est là qu'il se sent bien et ainsi de suite quoi. Et donc et en gros il l'envoie sans lui dire qu'il va l'envoyer, donc c'est déjà prévu. Et en gros il amène Johnson et après il commence à discuter et donc il arrive à le convaincre et après elle demande de choisir dans quelle ville on va mettre le magasin, tu vois. Sauf que le mec il a déjà prévu le magasin en fait. Donc il manipule l'autre en proposant plusieurs choix et en arrivant à la conclusion que c'est ce magasin-là qu'il faut. Et après, Johnson se rend compte que le magasin était déjà là. Donc, il s'était totalement fait avoir, quoi. Mais bizarrement, il le prend avec une certaine philosophie, tu vois. Et toi, en fait, et c'est ça qui est marrant, c'est que je pense qu'il devait se douter qu'il se faisait un peu exploiter et un peu manipuler, mais au fond, il faisait ce qu'il aimait, en fait. Donc, lui, il était prêt à vendre des chaussures à la course à pied, c'était ça, il adorait ça. Et donc, il s'en foutait un peu de se faire exploiter ou de se faire un peu manipuler. Et justement, c'est vraiment le pouvoir de trouver les bonnes personnes. Parce que ce Johnson, qui joue un rôle totalement clé dans le développement de Nike, bah, il est irremplaçable, quoi. Il n'y a pas 1000 gars qui auraient pu faire ça. Et la façon dont Phil Knight le recrute, c'est qu'il le connaissait, il me semble, à l'université. Et un jour, il le recroise au hasard dans un meeting de course. Et il lui dit, bah, tiens, tu voudrais pas bosser pour moi, aller vendre des chaussures Donc c'est presque une coïncidence, il trouve la bonne personne et ça joue un rôle clé. Et il y en a plusieurs comme ça, que ce soit le comptable, l'avocat qui va lui tirer la bise. À mon avis, c'est pas fou de dire que s'il n'y avait pas eu Johnson au début, peut-être que Nike, on connaîtrait même pas Nike maintenant, toi. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a des... effectivement... et tu te rends compte que c'est une aventure humaine et que c'est avant tout c'est l'équipe qui a bâti Nike plus qu'autre chose, quoi. C'était pas une idée incroyable, toi, de faire des chaussures, c'est pas révolutionnaire. Même s'ils ont eu des bonnes innovations, c'était pas non plus mais c'est juste qu'ils avaient une équipe qui comptait pas ses heures, qui était totalement excentrique, un peu taré et qui était en fait, c'était de te retrouver un peu, c'est souvent dans ce genre de cas, tu te retrouves toujours dans la même situation, c'est que tu as une petite banque de mecs un peu tarés que personne prend au sérieux contre des gens en costume cravate qui font tout de façon très carrée, qui sont plus lents et qui sont trop conventionnels, quoi. Et là dans Nike, c'est exactement ce cas-là. L'élément suivant, c'est le fameux dicton fake it till you make it, c'est-à-dire fais semblant d'avoir quelque chose jusqu'à pouvoir l'obtenir. Comment ça se traduit pour toi chez Nike ? Ça se traduit notamment la première fois qu'il va voir une usine au Japon. Et en fait, on lui demande c'est quoi ta boîte et il invente un nom, toi. Et en fait, j'imagine que maintenant, ça serait un peu chaud parce que ça peut être vérifié, mais en gros, il invente un nom et il se prétend pour être plus gros qu'il ne l'est, quoi. Et ça, c'est toujours un classique, hein. C'est en termes des usines. Moi, j'ai fait exactement pareil. Quand j'ai contacté la première usine, je me suis fait passer pour plus gros que j'étais. À mon avis, ils n'ont pas trop cru, donc parce que justement, il y a beaucoup de gens qui faisaient pareil. Mais lui, en l'occurrence, j'imagine qu'ils ont dû voir qu'il avait l'air plutôt propre sur lui. Bah surtout, il était au Japon. Il s'est quand même déplacé au Japon. Il a pris un avion et il a été toqué à la porte en disant bonjour, je voudrais que mon entreprise distribue vos produits. Donc là, il a quand même été au culot. Il fallait le faire. Surtout à l'époque, quand il a voulu aller au Japon au départ, sa famille lui a dit oh putain, fais gaffe, les Japonais, on était en guerre avec eux il y a pas longtemps. Ils sont dangereux et tout. Donc c'était encore une époque où le Japon avait une image différente, en tout cas aux USA, où ils avaient grandi en écoutant les histoires des kamikazes qui démontaient les avions de chasse. Et surtout, il y avait encore quelques soldats japonais dans les jungles qui n'avaient pas compris que la guerre était terminée et qui continuaient à se battre, quoi. Mais je trouve pas ça intéressant aussi que dans justement, ce qui a tout déclenché, en fait, c'est qu'il a commencé à partir d'un voyage par rapport au truc nomade digital. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que le Phil Knight, donc, dans sa biographie, il commence l'histoire au moment où il fait son petit tour du monde, en fait. Avant, c'est les 23 précédentes années, il n'en parle pas. Comme si ça comptait pas vraiment, quoi. Et que sa vie commençait seulement au moment où il décide de faire un voyage autour du monde qui va donc se conclure par le Japon, où il passe notamment à Hawaï et autres.
Et c'est ça, pour lui, qu'il a vraiment forgé, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est totalement en accord avec ce qu'on dit. Effectivement. Et donc, du coup, il en profite pour passer au Japon, aller voir ce fournisseur qui s'appelle une entreprise qui s'appelle Onitsuka, qui produit une marque de basket qui s'appelle Tiger. Et donc, Nike va commencer au départ, ça s'appelle pas Nike, ça s'appelle Blue Ribbon, et ils vont vendre justement ces fameuses chaussures Tiger, ils vont les distribuer aux États-Unis. Et là-dessus, je passe sur mon point précédent, mon point suivant, c'est-à-dire que ce que j'ai appelé, bon, du coup, on a mis que d'expressions anglaises partout, scratch your own itch, donc gratte ton propre bouton, si on veut. Que l'idée, l'insight à l'origine de Nike, c'était la course à pied. Et il explique qu'en 65, quand il a commencé, la course à pied, c'était pas un sport qui était du tout populaire, c'était un truc vraiment bizarre, totalement marginal, totalement étrange. Donc tu vois le fameux Johnson qui était un mec complètement taré, c'était un mec qui courait à pied. Il expliquait que courir pour le plaisir, courir pour le sport, les endorphines, courir pour être en meilleure santé, ça n'existait pas. Et les gens se moquaient des gens qui couraient au bord de la route, etc. Et donc du coup, lui, il a cette idée que Surtout courir que pour lui... c'était un peu l'avènement de la voiture aussi, quoi. Ouais, pour lui courir c'est un kiff absolu, il adore faire ça et il se dit bah tiens ça va être quelque chose de gros et du coup tu comprends en quoi il a un avantage compétitif en un sens par sa passion de ce truc-là. Donc tout au long du bouquin il va avoir la capacité de créer des connexions avec des coachs, avec des athlètes qui va lui permettre non seulement d'avoir du meilleur marketing, et aussi d'avoir des innovations en termes de chaussures, en particulier grâce à son coach qu'il avait eu quand quand lui-même courait. Donc de façon compétitive, il récupère ce coach-là, ils vont devenir associés sur l'entreprise, et il va se servir de cette passion pour créer des innovations et pour avancer, et clairement pour motiver son équipe. On a parlé de Johnson, mais il y a clairement une âme dans l'entreprise dès le départ, qui sont passionnés par leur mission et par cet univers de la course. Et donc, c'est soit qui sont passionnés par la course à pied, et soit, dans le cas, par exemple, des personnes obèses, c'est qui sont passionnés par le business, quoi. Mais ce qui est aussi vachement crucial là-dedans, c'est que je pense aussi c'est beaucoup plus facile de vendre quand tu es un insider, en fait. Quand tu comprends comment ce que les coureurs attendent. Et le problème, c'est que plus la boîte grossit, plus les gens, généralement, qui sont dans le marketing, n'ont pas vraiment le même intérêt que la boîte. Donc, j'imagine Adidas ou autre, peut-être que leur équipe marketing, c'était pas des coureurs, quoi. Alors eux, c'était que des coureurs et ils savaient exactement ce que les coureurs attendaient et comment leur vendre le produit. Donc justement comment leur vendre le produit, on a la prochaine leçon, do things that don't scale, donc faites des choses qui ne scale pas, faites des choses à petite échelle de façon manuelle. Ça se rapproche d'un concept qui s'appelle le guérilla marketing. En l'occurrence ça se traduit du fait que quand Phil Knight reçoit son premier stock de chaussures Tiger de son fournisseur, eh bien il les met dans le coffre de sa voiture, il fait le tour des campus d'université, il va dans tous les meetings de course et il va aller discuter avec les coachs, il va discuter avec les coureurs, discuter avec les athlètes, discuter avec les parents et essayer de leur revendre des chaussures en one shot depuis le coffre de sa voiture, essayer de commencer à vendre, à faire parler de son produit et tout commence comme ça. Aujourd'hui, une entreprise qui vend à travers le monde, ça commence par un mec qui essaye de vendre son produit en face à face et tu imagines assez facilement qu'en parlant avec son marché de façon aussi directe, avec autant de friction, il va apprendre beaucoup de choses sur la façon dont eux réfléchissent, la façon dont ils prennent des décisions, les besoins qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont avec les solutions actuelles. Et donc, ça va l'éduquer, ça a pas mal de valeur. Celui qui était le plus impressionnant à ce niveau-là, pour moi, c'est encore une fois mon héros Johnson, quoi. Le mec, en fait, ce qu'il faisait, c'est que pour chaque paire de chaussures qu'il vendait, il notait toutes les informations qu'il pouvait sur l'acheteur. Et par exemple, il lui envoyait une lettre pour son anniversaire, tu vois. Mais il avait des milliers de petits... Enfin, c'était des petites cartes, en fait, où il notait les détails de chaque personne et il envoyait pour le Nouvel An, pour Noël, ou alors s'il y avait un nouveau modèle et il savait que cette personne recherchait un peu ce type-là, il envoyait ça. Le mec, c'était une machine complète, quoi. Il faisait le travail de 15 tout seul. Je me demande combien d'argent ce mec il a dépensé dans sa vie en timbre. Ça devait être le consommateur numéro 1 au bureau de poste. Il devait avoir sa photo à la poste parce qu'effectivement il envoyait des lettres à tout le monde. Et tu penses que le mec il vendait des baskets, hein. Il vendait pas des assurances vie, il vendait des baskets. Il y a pas beaucoup de vendeurs de baskets qui t'envoient des cartes postales au Nouvel An pour te dire tiens on a des nouveaux modèles, etc. Je sais pas si c'est l'équivalent d'aller même Nike maintenant le fait plus, je pense. Mais c'est totalement fatigant parce que c'était effectivement c'était des petits achats parce que c'était
Bon, à l'époque, il me semble qu'elle coûtait $10 quand ils ont commencé, donc c'est peut-être l'équivalent, je sais pas, peut-être de 50 € maintenant. Mais toi, se faire chier à envoyer 4 lettres, ou même après qu'il ait vendu, il envoyait une lettre personnalisée en demandant voilà comment vous les trouvez, ainsi de suite. Le mec, c'était une machine. Et c'était lui qui envoyait les trucs, c'était lui qui cherchait les clients, il faisait tout. Pour moi, Johnson, toi, il faudrait sa biographie à Johnson, quoi. Il était totalement impressionnant. Et c'est incroyable la persévérance d'un mec qui continue à envoyer des lettres à tout le monde, parce que je pense que personne ne devait lui répondre. Ça, même son patron lui t'es répondait pas. négligé par ton patron. C'est le truc le plus défiant du monde. C'était compliqué pour lui, quoi. Tu donnes 130% et ton patron te répond même pas. Tu vois, c'est même pas chier à te répondre. Il a pas mal de lettres où il dit s'il te plaît, envoie-moi des mots d'encouragement. Et le mec, il l'ignore. Il lui envoie même pas. Ouais, bien joué, continue. C'est ça, c'était le marrant, c'est que donc il y a plusieurs étapes, c'est il envoyait des trucs normaux, puis après il envoyait est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît, puis à certaines lettres où effectivement il disait littéralement s'il te plaît, encouragement. Et l'autre l'ignorait, quoi. Il l'ignorait totalement. Ouais. Et pourtant, alors que c'était le principal moteur de sa boîte. Toi. Mais en fait, je pense que et je comprends comment il le ressent. J'ai déjà eu quelques employés un peu trop enthousiastes. En fait, c'est vachement, c'est trop, quoi. Je comprends ce qu'a pu ressentir Phil Knight et pourquoi il répondait pas. C'est que c'est juste, ça te met une pression incroyable. À chaque fois que tu ouvres ton courrier, t'as peur. Moi, c'était pour mes emails. Moi, j'avais un employé qui était un peu comme ça, qui me contactait 36 fois dans la journée par email, et je savais que quand j'allais ouvrir mon email, j'aurais 8 emails à répondre. Et donc, ça devient un peu stressant. Et à la fin, c'est ce qu'il faisait Phil Knight, c'est qu'il lisait même plus les lettres, quoi. À un moment, il avait demandé à sa sœur de s'occuper du problème de Johnson. On lui disait, tiens, prends toutes les lettres et occupe-toi de ce mec. Le point suivant, c'est un point sur une question de stratégie d'entreprise. C'est la question de posséder le point de levier. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, on n'a pas beaucoup parlé de la marque Nike parce qu'au départ, Phil Knight avait une entreprise qui distribuait des chaussures. Ça a mis très longtemps. Qui était fabriquées. Au moins 10 ans avant que ce soit Nike. Ça a mis vachement longtemps avant qu'il commence à lancer Nike. Et au départ, ils avaient uniquement l'histoire de distribution. Ils avaient plein de problèmes avec leurs fournisseurs. Et à un moment donné, leur fournisseur a décidé que, tiens, on va se trouver un nouveau distributeur. Et ils étaient prêts à couper, en fait, la boîte de Phil Knight, Blue Ribbon, et à se dire, on va trouver un nouveau distributeur. Donc, c'est-à-dire que si Phil Knight, qui a monté ce réseau de distribution, n'a plus d'un coup de produits à vendre, sa boîte va à zéro, quoi. De toute façon, il était déjà au bord de la faillite en permanence à cause de ces questions de trésorerie dont on a parlé tout à l'heure. Et ça qui me fascine, c'est en fait c'est un cercle infernal parce que pour maintenir la loyauté des usines, fallait qu'ils vendent toujours plus parce que sinon ils allaient voir ailleurs s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait mieux distribuer. Et pour vendre toujours plus, fallait justement qu'ils gardent des prix compétitifs et qu'il en écoule un maximum. Ce qui demandait justement d'investir beaucoup en inventaire. Ce qui était ensuite limité par la banque et qui posait des problèmes du cash flow, quoi. C'était notamment les 10 premières années, c'était l'enfer à tout niveau, quoi. C'est que ce soit la banque ou l'usine, ils attendaient la moindre occasion pour le lâcher, en fait. Et ça s'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, il a perdu sa banque plusieurs fois. Il a plusieurs fois dû retrouver des fournisseurs. Mais donc du coup, ce qui fait de tout ça que un des points tournants, un des points cruciaux dans l'histoire, c'est la création de la marque Nike, justement, qui n'est pas présente au début de l'histoire, puisqu'il est uniquement distributeur. Il va essayer de créer sa propre marque, de trouver ses propres usines, de créer ses propres designs de chaussures. Et en gros, il va prendre le contrôle de la marque et du point de levier. Et à partir de là, ça va pas être tout être rose, mais il a quand même plus de facilité, parce qu'il a le contrôle sur ces éléments-là. Donc il a non seulement la distribution qui a un point de levier important, et deuxièmement, il a la marque qui a un autre point de levier. Et rapidement, il va permettre de répandre sa marque, il va avoir des athlètes aux Jeux Olympiques, il va commencer à avoir sa marque un peu partout. Ça, personne peut le lui retirer, personne ne peut lui prendre sa marque. Après, évidemment, il a toujours des soucis derrière sur la question des usines, parce qu'il continue au départ à faire fabriquer ses Nike dans des fournisseurs extérieurs, mais il est plus dépendant de son fournisseur d'origine. Il peut trouver différentes usines, donc au départ, il va trouver d'autres usines au Japon. À un moment donné, il va à Taïwan, à un moment donné, il va en Corée, à un moment donné, ils vont au Mexique, il me semble. Donc, ils vont pouvoir ouvrir des usines dans différents endroits, puisque maintenant, ils possèdent la marque. Et notamment, on peut peut-être parler du logo, qui est assez marrant aussi, l'histoire du logo. Où en fait, le mec était... En gros, il a payé une étudiante, il a payé que dalle pour le faire, et finalement, lui-même n'était pas convaincu, en fait. Mais c'est juste qu'ils n'avaient plus trop le temps, il fallait absolument mettre le logo sur les chaussures pour la production. Donc ils se sont allés, mais la plupart n'étaient pas très convaincus que c'était un bon logo. Alors que maintenant, je pense qu'on peut considérer que c'est un des meilleurs logos de l'histoire de l'humanité, quoi. Le logo Nike, je vois pas
je vois pas d'autres logos plus reconnaissables que le logo Nike. Ouais. Apple, ça doit être comparable. Mais je pense que c'est même pas le plus logo ça. Apple, Toi, je pense mais que c'est c'est tout. comparable en termes de. Parce que même Adidas, je le reconnais, mais toi, Adidas, c'est Ouais. les trois bandes là, mais c'est quand même moins, tu vois. C'est pas aussi. Il n'est pas aussi distinctif, je suis d'accord. Effectivement. D'ailleurs, que ce soit le logo ou le nom de Nike lui-même, ils étaient à chaque fois un peu sceptiques. Mais ils étaient justement pressés par le temps, parce qu'ils avaient l'usine qui allait commencer à produire, et il fallait prendre la décision. Donc ils ont été mis au pied du mur, et ils ont pris la décision. À l'époque, ils n'étaient pas du tout sûrs de ça, et ça s'est révélé C'est une décision. être une des marques les plus connues au monde. Parce que maintenant, depuis que j'ai lu ce bouquin, je me faisais la réflexion, mais le logo Nike, tu le vois tout le temps, même au Vietnam, quoi, au bout du monde, les gens ont tout le temps des t-shirts Nike, des chaussures, etc. Je pense qu'il y a une partie assez importante qui est de la contrefaçon, mais il reste que le logo a un pouvoir énorme. Mais partout. après, enfin, à ce niveau-là, ils sont doués. Just Do It, c'est après ensuite, mais Just Do It, c'est brillant aussi. Le Just Do It, je pense que c'est un des slogans les plus iconiques, je sais pas comment dire en français, iconique, qui ait jamais été. Iconique. Ça marche, je pense, qui ait jamais été inventé, quoi. À ce niveau-là, ils ont un certain talent pour ça. Ouais. L'élément suivant, c'est la question des produits physiques. Celui-là, il est plus personnel, en fait. C'est que j'ai lu pas mal de biographies et d'autres livres. Et par exemple, je me rappelle lire de Elon Musk, où j'étais totalement fasciné, j'étais vachement impressionné. Mais je me suis dit, je veux pas faire ça. Ça me conviendrait pas. Alors que quand j'ai lu la. Pourquoi les fusées, t'aimes pas trop, c'est trop gros, c'est quoi? Je sais pas. Honnêtement, peut-être que j'ai un profil plus proche de Phil Knight que d'Elon Musk. Tu vois, je suis pas un ingénieur ou quoi que ce soit, donc peut-être qu'il y a ça. Mais je pense que aussi le domaine, en fait. Et notamment, quand j'ai lu Elon Musk, ce qui m'intéressait le plus, c'était toute la partie logistique, tu vois. Et là, c'est pareil. Je me suis rendu compte que pour moi, les produits physiques, c'était vraiment mon truc. Et c'était totalement là-dedans que je voulais me plonger. Toi, une startup software, ça m'intéresserait pas. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas les biographies pour vraiment voir ce qui te fait un peu tiquer et ce sur quoi tu te verrais passer ton temps. Et moi, ça m'a confirmé. Parce qu'en fait, du coup, si tout se passe bien, si tout se passe très, 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 très bien, tu fais un bond de 10, 20, 30, 40 ans en avant, en fait. Tu peux voir des étapes où t'es pas encore, tu vois. Et ça te permet vraiment de te projeter. Est-ce que je veux faire ça sur 10, 20 ans? Donc à ce titre-là, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai, parce que moi, du coup, j'ai pas du tout tiqué par ça. J'ai beaucoup aimé le bouquin, mais j'ai pas du tout tiqué en me disant, putain, je veux faire des produits physiques. Tu vois, je me dis, au contraire, les produits physiques, ça lui rajoute quand même vachement de problèmes dans son business. Le point suivant qu'on avait noté dans le plan, c'est où est-ce que tu veux t'arrêter? Donc j'ai dit que ça a commencé, en fait, juste après ça. Je crois qu'il a fait une année de service militaire ou un truc comme ça. Ouais. Donc le bouquin commence à ce moment-là. Au moment où il part voyager dans le monde. Faire voyager dans le monde, c'est nul, ça. Il part voyager autour du monde, voilà. Et il se termine, en fait, au moment où l'entreprise devient publique. Donc, en fait, les actions deviennent publiques, quoi. Sur le New York Stock Exchange. Elle entre en bourse. Elle rentre en bourse, exactement. Ouais, je galère un peu. Et je pense qu'à mon avis, il le dit pas dans le bouquin, parce qu'après, il a quand même continué à travailler pour Nike. Je pense que c'était... En fait, après, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup kiffé, en fait. Et ça c'est intéressant de... Toi, même si c'est le même domaine, même s'ils font le même boulot, Nike, même si c'était la production d'équipementiers sportifs, entre gérer une boîte de 100, 150 personnes et gérer une boîte de 10 000 personnes, le boulot en lui-même de CEO a plus rien à voir, quoi. Et je pense que c'est... du coup, faut réfléchir une fois que tu as accès, hein, parce que forcément, tant que tu n'as pas accès, tu ne peux pas trop savoir. Mais il faut réfléchir à quel moment je veux m'arrêter. Et il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de succès. En fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils kiffent, c'est créer la boîte et l'amener à une certaine taille. Et ensuite, ils la revendent ou ils la délèguent et ils en créent une autre et ainsi de suite. Alors que tu as d'autres personnes qui sont plus adaptées pour être des opérateurs, en fait, et venir et gérer un truc qui est déjà de taille conséquente. Et je pense voir, voilà, sur quel aspect, quel serait l'aspect le plus kiffant, en fait. Parce qu'au final, je pense qu'une fois que tu as une certaine taille, c'est plus vraiment une question d'entrepreneuriat, en fait. Une fois que tu as une boîte de 10 000 personnes, tu n'es plus vraiment un entrepreneur. Tu es un CEO, tu es un gestionnaire. Non, clairement pas. Surtout si la boîte est rentrée en bourse, c'est qu'ils ont tout un tas d'obligations légales en termes par rapport à leurs actionnaires, le fait de tout ce qu'ils doivent annoncer, le fait la façon dont ils doivent gérer leurs projets, faire leurs décisions. Il n'a plus le contrôle de sa boîte. C'est plus lui qui prend les décisions entièrement, mais il doit prendre les décisions selon un certain cadre qui lui est donné. Et il y a pas mal de responsabilités légales, en tout cas aux USA là-dessus, quand ta boîte rentre en bourse. Après, je pense que la raison pour laquelle ils l'ont fait... T'as une responsabilité légale face aux
face aux shareholders. Tu dois défendre les intérêts des shareholders, des actionnaires, en fait. Alors, toi, tu n'as pas la même chose pour les employés, par exemple. Mais tu dois défendre. Donc, si les actionnaires veulent que tu maximises le profit, tu as zéro choix, tu n'as pas d'option. Tu dois faire tout ton pouvoir pour maximiser le profit. Ce qui entraîne souvent des problèmes par la suite. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, très clairement dans le livre, c'est expliquer que c'était la seule option pour eux, pour arrêter justement de courir après cette histoire de trésorerie, c'était de pouvoir faire une infusion de capital, et la seule façon d'avoir des infusions de capital à l'époque, c'était d'entrer en bourse. Et donc ils sont un peu forcés de le faire. Peut-être que s'il n'avait pas été forcé de le faire, il aurait pris des décisions différentes. En parlant de décisions différentes, justement, le point suivant, c'est le dernier chapitre du livre. Donc le livre s'arrête essentiellement au moment où ils entrent en bourse, mais il y a un dernier chapitre qui est une espèce d'épilogue où pour le coup il écrit, je sais pas, en 2015 à l'époque actuelle, quoi, où maintenant il est vieux, il revoit un peu sa vie. Et il y a un petit passage où il se balade sur le campus de Nike et il voit les différents buildings, et ils ont donné en fait les noms sur leur campus, le nom des bâtiments et le nom des rues sont le nom de personnes qui ont été importantes dans l'histoire de Nike. Donc il a un petit trip de nostalgie, et il se réimagine voilà un peu son parcours et ce que Nike a voulu dire dans sa vie et la signification que ça a pour lui. Je suis curieux de savoir ce que tu as tiré un peu de ce passage sur le lien entre essentiellement ton business et ton identité. J'en parlais justement au tout début de l'épisode, et effectivement, il y a une sorte de prologue, et aussi il en parle. Et notamment, j'ai repéré 3 fois où il utilise exactement la même phrase, c'est « Oh, I wish I could do it all over again ». Oh, j'aimerais tellement pouvoir tout recommencer. Et c'était vraiment et je pense qu'effectivement, pendant qu'il a rédigé cette autobiographie, il a dû avoir beaucoup de nostalgie, en fait. Parce que lui, il arrive à un âge où il y a très peu qu'il décède dans les 10 prochaines années. Il a largement la majorité de sa vie derrière lui. Et donc, moi, je trouve que c'est une perspective qui est super intéressante et qui m'a convaincu qu'en fait, je suis pas convaincu. Ouais, qui m'a convaincu que je suis pas convaincu de cette question de lifestyle, en fait. Donc, on fait souvent la distinction de lifestyle et hustle. Donc, hustle, vraiment y aller à fond. Et lifestyle. Attends, il t'a convaincu de pas être convaincu que c'est pas une bonne idée? Un truc comme ça. En gros, non, on va faire simple. Lifestyle pas bien, hustle bien, tu vois. Donc en gros, il t'a fait changer d'avis sur la question du lifestyle. Il t'a dissuadé de penser que la façon d'avoir une bonne vie, c'est d'automatiser son business, c'est de travailler moins, etc. C'est ça, ou en tout cas sans avoir testé l'alternative, en fait. D'accord. Je me dis que à notre âge, on est jeune. Choisir maintenant de vivre en mode lifestyle, donc de se préserver, de minimiser son stress, de pas y aller à fond, c'est un peu dommage, parce que ce que tu peux faire, c'est y aller à fond pendant 1 ou 2 ans, te donner comme pas possible hustle, et si t'aimes pas, au pire, tu peux retourner au lifestyle, quoi. Mais au moins se donner cette opportunité, parce que je pense que t'as plus de chances d'avoir des regrets quand t'es plus vieux, de pas y être allé à fond, que d'avoir de regrets d'y être allé à fond. La seule exception, on en parlera aussi peut-être plus tard, c'est justement par rapport à la famille, où tu peux négliger, où tu fais certains sacrifices, tu peux négliger certaines personnes. Mais globalement, ça va plutôt fait pencher du côté du hustle, et de se dire que voilà, c'est quand même... l'avantage, c'est que tu peux te créer une aventure assez hallucinante, quoi. Nike, fondamentalement, pour moi, c'est une aventure incroyable. Et toi, c'est ce qui fait que sa biographie est intéressante, toi. S'il avait été comptable toute sa vie, je sais pas s'il aurait été plus heureux ou moins heureux à la fin, mais en tout cas, sa biographie aurait été... Moi, j'aime bien les biographies de comptables, hein. C'est assez relaxant le soir avant de se coucher. L'autre point sur cette idée de dernier chapitre, c'est que tu peux être riche, c'est pas une fin en soi, ça te met pas forcément à l'abri de tout. Effectivement, notamment, il y a la mort de son fils dans les années 2000, qui est décédé en plongée, en fait. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais il plongeait, et du coup, il est mort. Et comme quoi, tu vois, tu peux peser des milliards et des milliards, tu perds ton enfant, tu vois, il y avait rien qui pouvait stopper ça. Bizarrement, je trouve ça plutôt bien. De toute manière, je suis pas content que son fils soit mort, mais je trouve ça plutôt bien qu'il y ait cette sorte un peu d'égalité face au tragédie. Ouais. Face à la nature, quoi. C'est un côté un peu stoïque, c'est-à-dire que y a des choses que tu pourras jamais contrôler, quoi. Quoi que tu fasses, certaines choses sont en dehors de ton contrôle. Mais toi, ce qui est quand même frustrant, parce que tu pèses des milliards, t'es roi du monde, mais tu vois, tu peux pas ramener ton fils, tu peux pas lui redonner la vie, quoi.
t'as toujours ces limitations. Pas imposées encore, par mais nature. dans 150 ans, peut-être que tu pourras faire des choses. Ah, mais moi, ça m'inquiète de ouf. Hein. Moi, je pense, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, on fasse des avancées là-dedans et qu'après, on se retrouve avec un truc à double vitesse. Bon, ça, c'est pas le sujet de l'épisode, mais je trouve que c'est une perspective intéressante et ça pourrait créer une inégalité. Parce qu'au final, même l'inégalité d'argent, on a parlé plusieurs fois, mais t'as des gens avec très peu d'argent qui sont très heureux et t'en as avec beaucoup qui sont malheureux. Donc, tu peux toujours justifier ça en disant qu'au fond, tu vois, si le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, c'est pas tellement ça la question. Mais après, si tu commences à rendre certaines personnes éternelles et d'autres. Reste mortel. Je sais pas trop où je vais, mais c'est l'idée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Là, tu crées une égalité plus fondamentale, je pense. Effectivement. Le point suivant dont on avait parlé un peu tout à l'heure, c'est la question des sacrifices. C'est un thème qu'on voit souvent dans ces biographies, c'est-à-dire que bien souvent, tu peux pas tout faire. Il y a des moments où, en particulier, Phil Knight, il va sacrifier du temps avec sa famille, avec ses enfants, pour monter Nike, ce qui est sa grande aventure. Et à côté de ça, voilà, il y a des moments où il négligeait un peu sa famille. Et il semble que ce choix-là soit inévitable. Tu peux à la fois monter Nike et être le papa parfait. Tu en parlais tout à l'heure vis-à-vis de ce qui pourrait te dissuader de monter un business énorme et de faire un gros moonshot, quoi, de faire une grosse opportunité. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est inévitable ? Est-ce que tu penses que tu as une chance de pouvoir monter un gros truc avant d'avoir des enfants, puisque tu es assez jeune actuellement pour le faire, ou est-ce que tu penses que c'est un sacrifice qu'il faut être prêt à faire dans tous les cas ? Je pense que c'est effectivement, je pense qu'il y a une certaine forme de sacrifice, rien qu'en termes de temps. Tu vois, en termes de temps, tu vas être limité. Mais je pense que, notamment à son époque, il n'avait peut-être pas cette connaissance-là, en fait. On lui a peut-être pas dit, quand il avait 35 ans et des enfants qui ne voyaient pas grandir, le plus consacre-leur quand même du temps, sinon tu vas le regretter, tu vois. Ça reste le plus important. Tu vois, je pense pas qu'on lui ait dit ça. Alors que maintenant, on te le dit, tu vois. Maintenant, toi-même, en lisant ça, tu sais que voilà, s'il y avait une chose qu'il avait à changer, lui, qu'il aurait voulu changer, c'est justement être un peu plus présent pour ses enfants. Donc, je pense qu'au moins, tu vois, dans mon cas, par exemple, au moins, j'aurais cette connaissance-là, tu vois. Et donc, je pourrais un peu le contrecarrer. Mais clairement, encore une fois, l'obsession de sa vie, c'était Nike. Et le reste passait second. Et par exemple, toi, il n'a pas pu aller assister au match de foot de son gamin, quoi. C'était juste pas possible. Mais il aurait pu faire un peu plus, sans doute. Et je pense que tu pourras pas être le père parfait, mais tu peux ne pas être un père totalement indigne. Il y a la même histoire chez Buffett, surtout avec sa femme. À un moment donné, sa femme part, elle va s'installer à San Francisco, et ils ont jamais divorcé, mais en gros, elle le quitte. Et c'est pareil, c'est drôle de voir qu'un mec comme ça qui a fait des milliards et des milliards, son plus grand regret, c'était ça, quoi. C'était de pas avoir été là, de pas avoir pris le temps d'être avec elle plus, etc. Et il y a peut-être aussi un aspect générationnel. Et toi, je sais pas si ça savait à l'époque. C'est ça, mais il y a un aspect générationnel, c'est-à-dire que dans les 60-70, je pense que les pères n'étaient pas aussi présents pour leurs enfants dans beaucoup de cas qui peuvent l'être aujourd'hui. Les normes étaient différentes, et je pense que c'est tout à fait acceptable pour un homme de se concentrer à fond sur son boulot et d'être de gagner le pain de la famille, quoi, d'être un provider, et de se dire que voilà, il avait rempli ses obligations en tant que père parce qu'il faisait rentrer l'argent. C'était le plus important, effectivement. Donner de la nourriture et de la sécurité, c'était plus important que s'en occuper et être présent. Mais effectivement, mais c'est ça, tu le retrouves dans toutes les biographies, tu retrouves toujours un peu ce regret, hein, c'est un truc assez commun pour les hommes qui travaillent. D'ailleurs, Elon, il vient de se redivorcer, il me semble. Il y a une histoire comme ça, Elon, mais il est spectaculaire, ce mec. C'est ça qui me fascine. Et c'est pareil pour notamment Napoléon, il était un peu pareil. C'est des mecs, c'est des génies absolus dans plein de domaines. Mais dans ce domaine-là, c'est des abrutis. Notamment, c'est presque drôle, quoi. C'est un peu triste, mais c'est drôle. Il se marie 2 fois avec la même personne. Donc, ça fait son 3e divorce. Hein. Mais ça, c'est le 2e avec la même personne, ce qui est quand même super balèze. Et la première fois, en fait, elle divorce. Mais en fait, il y avait une certaine question de temps. Et en gros, elle aurait pas récupéré beaucoup d'argent, en fait. Donc, elle fait, finalement, on se remet ensemble. Ils se remarient. 1 an plus tard, elle le redivorce. Et là, elle touche le pactole, quoi. Enfin, faut être totalement débile. Il faut totalement être... C'est marrant que tu puisses être un génie absolu dans un certain domaine et à côté être aussi naïf, quoi. Effectivement, je connaissais pas le fameux de cette histoire, mais effectivement c'est assez étonnant. Ah, mais après ce qu'elle a fait aussi de génial,
dans la biographie de Elon Musk, ils en parlent aussi, qui est super marrant, c'est que donc la fille, c'est une top modèle, elle a 23 ans, elle passe sa vie dans les meilleurs clubs londoniens, et elle arrive comme à dire qu'elle est vierge, quoi. Et Elon Musk, il avale le truc sans problème, quoi. C'est quand même... C'était important pour lui? Je sais pas si c'était important, mais en tout cas, elle a affirmé en tout cas aux journalistes à l'époque qu'elle a été vierge, quoi. Alors que 23 ans, t'es une top modèle à Londres, tu sors tous les soirs, tu me feras pas croire que t'es vierge. Il y a pas de... Il y a zéro chance. Enfin, toi, surtout que tu sais, puisque t'as habité à Londres, t'étais pas mal dans la scène des clubs à l'époque, il me semble. T'étais d'ailleurs photographe professionnel. Les VIP, bon, ça, quoi. Les bouteilles de champagne à famille, là. Avec les bouteilles et tout, je le vois bien. C'est ça, tout ton salaire de site porno, il passait dans les bouteilles. C'est pour ça que t'avais pas d'argent pour acheter ta bouffe. Le point suivant, c'est une métaphore qui m'a un peu marqué. C'est qu'il va tout le temps comparer le business à un jeu, à un sport. Et tu vois, bon, c'est un gars clairement qui est sportif, il court, il se dépasse, il a toute la métaphore de la course à pied, etc. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aventure. C'est-à-dire que tous ces stress, toutes ces épreuves, j'ai l'impression qu'il les absorbe assez bien parce qu'il a la mentalité que c'est un jeu et que ça fait partie du jeu. Tu vois, quand tu cours et que c'est dur, tu n'as pas de résistance émotionnelle face à la douleur parce que ça fait partie de ce que tu fais. Toi, tu dis pas c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, ouais. Toi, c'est normal. Ah, pourquoi c'est aussi difficile, c'est pas juste. Oh là là, mes poumons me trahissent. C'est ça, toi, et je pense que ça... Ouais. Je pense que ça l'aide vraiment à résister à certaines pressions, à certains stress, parce qu'il y a vraiment des moments où, comme on l'a dit tout à l'heure, il est systématiquement au bord du gouffre, et tu te dis, la plupart des gens auraient craqué à ce moment-là, auraient pas réussi à tenir, seraient partis en live, auraient arrêté, auraient abandonné, auraient poussé moins, se seraient découragés, ce serait totalement humain de le faire, et lui, il se décourage pas, et donc du coup, je me suis posé la question de pourquoi, et il me semble que sa façon de voir les choses par rapport au business et par rapport au challenge et le fait que la vie c'est de la croissance, il a vraiment intégré ce mindset qui est effectivement un truc, on en a déjà parlé, le mindset de croissance, un truc tu vois bien commun, mais c'est peu de gens l'ont intégré à ce niveau-là, et lui je trouvais qu'il l'avait intégré de très belle façon. Il y a aussi quelqu'un qui dit exactement la même chose, c'est le patron de Razer, donc qui est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard, l'argent plus d'1 milliard, et qui fait du matériel de jeux vidéo. Qui lui aussi, dans une interview, disait qu'en gros, avant il jouait beaucoup de jeux vidéo, maintenant le business ça avait remplacé, quoi. C'était son nouveau jeu vidéo. Et toi, allouer les ressources, choisir des stratégies, toi tu as des hauts, des bas, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Ouais, quand tu prends cet aspect-là, quoi. C'est exactement ça. T'as ton bois, toi ton bois c'est ton argent, ce serait l'or, l'argent. T'envoies des petits paysans couper des pierres, c'est pareil. C'est tes employés. Tu crées des paladins, enfin c'est la même chose, moi je vois pas la différence. Et tu pars à l'attaque du... Tu construis des tours de défense, c'est pareil. Faut voir le campus de Nike, c'est ça quoi. Il y a un château en plein milieu. Il y a des tours avec des mecs avec des arcs. Construisez les palissades. Pour défendre Adidas, oui, avec Adidas qui se pointe, boum. Oh les teutons. Bon, merci, à la semaine prochaine. C'est ça, on s'arrête là. Voilà, on va rebondir sur l'histoire des jeux vidéo avec un autre point. Pour le coup, c'est juste une petite scène assez marrante. À la fin du bouquin, quand il est un peu plus vieux, il a une scène où il va au ciné avec sa femme, et en sortant du cinéma, ils sont en Floride, et en sortant du cinéma, il tombe sur 2 personnes qu'ils connaissent, et c'est Warren Buffett et Bill Gates qui sont allés au cinéma voir le même film qu'eux. Et il y a une scène comme ça assez drôle où il s'aperçoit que, voilà, vache, ces 2 mecs, ils ont chacun fait 10 fois plus d'argent que moi. Et tu vois que... Il est un peu starstruck. Il y a toujours un mec qui est toujours beaucoup plus gros que toi. Ouais, il est un peu... impressionné. Ouais, c'est drôle, t'as un niveau d'échelle. Parce que Nike, lui, il a fait, tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas si t'avais le chiffre exact. Maintenant, il pèse plus de 30 milliards quand même. De sa fortune. 30 milliards, il me semble. Donc c'est pas une bagatelle, quoi. Mais même comme ça, face à un gars comme Buffett, il peut encore se sentir petit. Pour faire le rapprochement avec ce que tu as dit avant, en fait, il me rappelle beaucoup un athlète à ce niveau-là. J'ai vu beaucoup d'interviews de lui. Et en fait, il est très timide, facilement impressionnable. Un peu, tu sais, t'as beaucoup d'athlètes, c'est les meilleurs dans leur sport, mais tu les mets dans un environnement un peu différent.
Et tout d'un coup, ils sont très timides, donc ils sont pas sûrs d'eux, ils ont pas de. Et toi, je pense que dans son business, il avait un peu cet aspect-là. Je pense que quand il traite son business, il devait être quelqu'un de vraiment très décisif, une grosse confiance, tu vois, euh, avoir un peu cette aura. Mais si tu le sors un peu de son domaine, tout d'un coup, il devient beaucoup plus timide et beaucoup moins sûr de lui. Au final, c'est probablement une attitude relativement saine. C'est là aussi l'attitude de Buffett, je pense. Hein. C'est une attitude relativement saine, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es bon dans un domaine que tu es bon partout et tu vas savoir garder la mesure de tes véritables compétences et pas te dire ouais mais ok je pèse 30 milliards, je suis un ouf dans tous les domaines. Tu vois, je pense que ça permet d'éviter certaines erreurs dans des domaines où tu gardes une proportion par rapport à ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple, il n'était pas convaincu par le nom Nike, il n'était pas convaincu par le logo non plus, mais il les a acceptés parce que lui, il avait une idée notamment de nom, c'était un truc, je me rappelle plus ce que tu te souviens de son nom. Effectivement, c'était un nom super nul. Ouais, c'était Dimension 9 Ouais, ou c'est un truc un comme truc ça. vraiment, tout le monde se foutait de sa gueule au bureau et toi, il aurait pu du coup se mettre un peu et du coup pousser là-dessus. Toi, la boîte lui appartenait, il pouvait décider. Mais il a choisi le consensus et justement, j'ai peut-être un petit truc par rapport à ça. C'est que moi, je me suis retrouvé dans ce même cas en fait. Il y avait plusieurs designs possibles pour un produit que je voulais lancer et moi, j'étais sur un certain design. Pour moi, c'était le meilleur de loin. Et en fait, j'ai fait un sondage auprès de la communauté et je me suis rendu compte que mon truc, parmi les 3 designs, il était dernier, quoi. Et il y en avait un qui était notamment totalement plébiscité. Et ça rejoint un peu l'idée de t'as un certain cercle de compétences, faut pas t'imaginer que le cercle est plus grand qu'il l'est, quoi. Faut rester là-dedans et pour le reste, faire confiance au choix des autres. 2 points qui nous restent sur le plan qu'on peut faire rapidement. Le premier, c'est la question des réalités, où tu as marqué entre parenthèses 66 heures par jour en Chine. Semaine, donc j'avais parlé dans l'épisode d'avant que par exemple les ouvriers en Chine, typiquement, ils travaillent 66 heures par semaine, les ouvriers à la chaîne. Par jour, ouais, bien c'est Par ça. jour, Ouais. c'est un Mais peu. ils sont Par forts, jour, ces c'est Chinois. bon, balèze, toi. Et c'est pour ça qu'ils gagnent les Ouais. Chinois. 66 heures par jour. Mais non, mais en fait, c'est par rapport au scandale de Nike qui faisait travailler des enfants. Honnêtement, c'est très dur de savoir vraiment qui était à la responsabilité, à quel point ils étaient au courant, quoi que ce soit. Mais je pense que dans beaucoup de cas, bon, pour les enfants, c'est abusé. Pour les enfants, faut pas déconner non plus. Mais dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui sont un peu moralisateurs, mais qui proposent pas de solution, tu vois. Alors, est-ce qu'il faudrait que, par exemple, les ouvriers qui travaillent 66 heures, est-ce qu'il serait pas mieux s'ils travaillaient 35 heures? Bah si, ce serait mieux. Mais c'est pas une possibilité, tu vois. Ou alors, c'est une possibilité si tu es prêt à payer 2 fois plus pour tes chaussures. Effectivement, et après, Est-ce que les tu gens, paieras plus cher pour des Nike les gens sont hypocrites après derrière. Ouais. C'est le gros problème sur les histoires des exports, quoi. Si tout le monde se dit, ouais, c'est le scandale en Chine, ils fabriquent pour pas cher, ben, d'un autre côté, tu savais combien ça coûterait ton iPhone s'il devait être fabriqué dans le Limousin, ça serait plus accessible. Effectivement, dès qu'il faut ensuite voter avec son porte-monnaie, les gens, la morale, ils l'oublient un peu. Mais toi, je pense, et il y a des réalités, faut essayer de les améliorer, pousser dans le bon sens. Mais tu vois, ces côtés un peu moralisateurs sans vraiment proposer de solution, il est totalement inutile. Et le monde est dur, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de misère. Et on peut, tu vois, il faut essayer à sa façon d'améliorer la situation, mais ça sert à rien de dénoncer des trucs qui sont déjà existants. Au final, il faut comprendre aussi que sur les 50 dernières années, la Chine, ils ont tiré plus d'1 demi-milliard de personnes hors de la pauvreté, quoi. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, on mourait de famine à la chaîne en Chine. La situation s'est globalement beaucoup améliorée. Il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes justement d'exploitation. Phil Knight fait l'argument que les conditions se sont améliorées largement en Chine, même si nous, ça nous semble difficile, en partie parce qu'il y a eu ces usines qui se sont montées, l'opportunité de la fabrication, etc. Et c'est la même chose au Vietnam. Hein. Au Vietnam, il y a un tournant qui est la libéralisation économique, quand ils ont commencé à avoir des usines de textiles pour exporter aux USA, etc. Et ça a tiré le pays vers le haut, parce que d'un coup, il y avait des opportunités économiques qui n'étaient pas présentes avant. Alors, c'est pas forcément... les conditions semblent dures, et puis c'est les perdants dans cette affaire-là, c'est vraiment les travailleurs dans les usines textiles en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Mais Phil Knight fait l'argument, et je pense que son argument est persuasif, que c'est bénéfice pour les populations, en tout cas sur le court et le moyen terme. Effectivement, en termes de confort matériel. Dernier point sur le bouquin. C'est la question de David contre Goliath.
Et ça, c'est aussi un truc qui revient beaucoup dans beaucoup de biographies. Donc, par exemple, pour trois récentes que j'ai lu celle de Jack Ma, donc Alibaba, qui s'est battu d'abord contre eBay et aussi contre Yahoo. Yahoo de façon un peu plus directe, mais eBay de façon très directe. Et c'est pareil, en fait. Et du coup, tu as eBay qui se ramène sur le marché chinois. Et tout le monde dit, bah, eBay, ils vont tout défoncer. Ils défoncent aux États-Unis, ils vont défoncer le marché chinois. Et à côté, tu as un mec qui connaît pas grand-chose, qui a une petite boîte, qui a un peu à. Ouais, et c'est David contre Goliath. Et rien de mieux pour, en fait, rallier une équipe, en fait. Vraiment motiver les troupes. Et pour rallier aussi les clients à ce niveau-là, tu peux aussi te servir de ça. Tu as, par exemple, Alibaba contre eBay. Tu as Nike contre Adidas. Donc, Nike, en gros, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Maintenant, ils sont plus gros qu'Adidas. Et par exemple, Puma, à l'époque, c'était aussi plus gros. Alors, maintenant, Puma, c'est. Alors qu'Adidas date des années 20, l'argent, c'était vraiment David contre Goliath. Les budgets marketing n'avaient rien à voir. Et Nike était totalement amateur. C'était vraiment. C'est parti de rien du tout. Et c'est ça qui a l'impression. Et aussi, une autre biographie que j'ai lue, c'est celle de Xavier Niel, où c'était pareil, Free contre Bouygues ou SFR ou Orange. Personne ne le prenait sérieusement, quoi. Et c'est ça aussi un truc qui est vachement récurrent, c'est pour Alibaba, pareil, eBay, il les prenait pas sérieusement, il les ignorait totalement en disant ça marchera pas, ils savent pas faire, machin truc. Pour Adidas, c'est pareil, ils les ont ignorés pendant très longtemps. Et enfin, pour Bouygues, Orange et autres, pareil, ils le prenaient pas au sérieux au début, quoi. C'est un truc qui semble se répéter à chaque fois. Effectivement. Et puis, c'est drôle, ces histoires bibliques. C'est un peu il y a le bouquin de Joseph Campbell sur l'idée que les mythes se répètent et les mythes qui ont duré le plus longtemps, c'est ceux qui ont une emprise fondamentale sur l'esprit humain. Et donc, ces histoires bibliques, tu retrouves les thèmes dans différentes histoires et tu peux effectivement, cette histoire, ce thème de David contre Goliath, le petit contre le gros, t'as toujours envie de soutenir le petit, tu vois. C'est Star Wars, les petits rebelles contre le gros empire avec ses gros vaisseaux, c'est... Mais c'est ça, en même temps, c'est ça qui permet de recycler, en fait, de manière générale, les structures hiérarchiques, je pense. C'est une grande partie de ce qui permet de recycler les structures hiérarchiques, c'est le fait qu'on ait cette tendance naturelle. Pour le sport, c'est pareil. Si tu t'en fous de deux équipes, tu vas être pour celle qui est l'outsider, quoi. Et je pense que effectivement, c'est fondamentalement humain et ça dure. Et il date de quand, le mythe de David et Goliath? C'est difficile à dire, j'imagine, mais... Ouais. Instant Wikipédia. Je vais faire de la recherche. Ah non, non, j'ai exagéré, c'est la Bible. Je pensais que c'était encore plus ancien que la Bible, mais non. Il donne pas de date. On est en pleine recherche, là. Concentration maximum. Bon, déjà, ce qui est intéressant, il mesurait 2,90 m, le mec. Ouais, il avait mangé ses protéines, hein. Il avait une cote de maille de 57 kilos. Le détail. Bienvenue sur Nomad Digital. Très sérieusement, épisode biblique. Non, mais très sérieusement, c'est pas impossible. Ça pouvait être une question de gigantisme. Oui, ou alors ça a été exagéré, je pense. C'est probable, mais toi, t'as plusieurs personnes au cours de l'histoire qui ont atteint ce genre de taille. Effectivement. Par contre, c'est aussi la Bible, on laissera les gens retrouver le livre de Samuel, les dates. Moi, j'ai trouvé que le livre de Samuel était dans les périodes de 630 à 540 avant Jésus-Christ. Donc voilà, il y a à peu près 2500 ans, on va dire. 2500 ans. Ce qui est plutôt une bonne durabilité pour une histoire. Mais il y a de fortes chances que c'était déjà une tradition orale avant. Je te propose que là-dessus, on essaye de boucler sur un mot de la fin sur Shoe Dog. Je vais te laisser l'honneur puisque c'est toi qui m'avais recommandé ce bouquin à l'origine. Pour moi, c'est vraiment à lire. Rien que pour l'aspect, en fait, ça se lit en fait vraiment comme un roman d'aventure, quoi. C'est très. Et il est aussi, je pense on l'a pas précisé, mais le livre est super marrant. C'est jamais explicite, tu vois, il fait jamais des blagues, tu vois, mais c'est juste, il se retrouve dans tellement de situations, notamment quand ils font visiter. C'était quoi l'histoire là où les Japonais viennent et ils doivent leur cacher, cacher quelque chose.
En gros, je crois que leur Non, bureau ils ont était bof. différentes personnes qui viennent leur réclamer de l'argent et ils veulent absolument éviter que les différentes personnes qui viennent leur réclamer de l'argent Oui. se croisent les uns avec les autres et croisent justement leurs fournisseurs pour pas que leurs fournisseurs s'aperçoivent ils ont des problèmes de trésorerie. Et donc ils assignent leurs différents employés Donc, à des ouais. créditeurs pour les manager pour pas que les mecs se croisent en fait. Parce que si forcément, s'ils se croisaient, ils se rendront compte, toi aussi, tu te dois de l'argent, et ils verraient que la situation de l'entreprise est Mais pire du temps, que ce qu'ils pensaient. Et du coup, c'est genre de scénario un peu ubuesque. tu presque à avoir la musique de Tex marrant. Avery dessus, avec les mecs qui tournent dans les portes, il y en a un qui sort de la pièce, l'autre il rentre par l'autre porte, un peu comme dans Scooby-Doo pour ceux qui ont vu ces fameuses scènes de poursuite incompréhensibles. Sur ce, je propose qu'on passe à la section Lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Je recommande le Bose Quiet Comfort 35. Donc, en fait, c'est un casque de Bose qui est assez cher, il coûte 350 euros. L'argument principal, c'est la qualité du son est bonne déjà, mais surtout, il a quelque chose comme 10 heures d'autonomie. Donc, c'est un casque sans fil Bluetooth. Et surtout, il est anti-bruit. Enfin, il annule les bruits autour, quoi, de façon très, très efficace. Donc, voilà, si tu es dans un aéroport, tu n'entends rien autour de toi. Et de deux, il est super confortable. C'est hallucinant, en fait. C'est autour des oreilles, très léger. Niveau confort, tu oublies que tu l'as sur la tête, alors qu'il y a beaucoup de casques, c'est un peu le problème. C'est que tu le ressens un peu trop. Et ma raison, ma justification pour l'acheter, c'est que c'est pour la santé de mes oreilles. Parce que j'ai commencé à lire de plus en plus d'études sur les dangers des écouteurs. Et honnêtement, je pense que vu l'âge où j'ai commencé à mettre des écouteurs et à écouter de la musique très fort, je risque d'être sourd avant 30 ans si ça continue comme ça, quoi. Et donc en quoi est-ce que acheter des écouteurs comme ça te protège les oreilles du coup? T'écoutes de la musique moins fort? C'est un casque en fait. Non, le son est moins direct. Si tu prends des écouteurs, c'est vraiment, ils te délivrent le son directement dans les tympans, quoi. Alors que le casque, il y a un peu plus d'écart et apparemment c'est meilleur. Tu vois, c'est comme ça que je justifie un achat de 350 euros. C'est pour ma santé, donc faut toujours que je rationalise. Ouais, j'ai remarqué. Ouais, il faut toujours que je me trouve une bonne raison. Je l'ai acheté il y a 4-5 mois, je pense, par là. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai du mal à l'acheter. Hein. J'y suis allé, en fait. Et j'aimerais bien voir ces gens, tu sais, quand ils achètent, le shopping, c'est un plaisir. Pour moi, c'est l'inverse, quoi. C'est une douleur. Quand je donnais ma carte bleue, c'était une souffrance intérieure. Mais après que je l'ai entre les mains, toi, je dis, putain, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas été con à acheter un truc comme ça? Et donc, du coup, il faut que je me justifie à moi-même en me disant c'est pour ta santé. Au final, si ça t'économise 5 000 euros en opération plus tard pour tes oreilles, toi, ça va le coup, c'était rentable. Toi, le ROI est positif, quoi. Donc, voilà, c'est ma propre façon de compenser. Ça marche. Moi, il y a un bouquin. Du coup, c'est pas un bouquin du tout, c'est un film que j'ai. Mon film préféré probablement l'an dernier, qui s'appelle Captain Fantastic. C'est l'histoire d'un père qui est joué par Viggo Mortensen, qui élève ses enfants dans la forêt. Je vais pas en dire plus sur ce film, mais j'ai beaucoup aimé ce film. Les gens peuvent aller voir le trailer qui est super bien, Captain Fantastic. Et il y a une ambiance de fou et c'est vraiment une histoire de gens qui décident d'aller contre le grain de la société et de faire un peu leur propre truc dans leur côté. Et j'ai trouvé ça, ça ressemble un peu au thème qu'on traite dans l'épisode. Je trouvais ça assez inspirant sur la façon dont tu peux élever une famille de façon différente. Et puis juste, le film est vraiment cool. Je pense qu'au final, si on devait trouver un thème un peu qui regroupe tout ça, c'est vraiment une question d'aventure. Ouais. Peu importe que ce soit en termes de business ou que ce soit eux, c'est un truc apparemment alternatif en famille. Peu importe la façon dont tu. Mais toi, je pense que le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie, c'est d'avoir quand même vécu d'aventure au cours de sa vie. Et c'est un peu la leçon que j'en tirais. Peu importe la nature de l'aventure. Mais ça va un peu plus. Ça va peut-être un peu profond que. Peut-être que c'est un peu plus profond que ça devrait l'être, mais pour moi, c'est un peu ce que je viens de retirer. Sur cette note philosophique pour terminer, je voudrais te poser une dernière question. Tu te souviens de l'époque où on voulait faire des podcasts de 25 minutes? Non, mais après, moi, j'ai jamais cautionné ça. C'est toi qui c'était 25 minutes, quoi. Moi, j'ai jamais été vraiment. J'y accordais pas trop d'importance. Mais effectivement, voilà, le mec là, se donne totalement. Donc, c'est mon échec. C'est mon échec quand on fait des podcasts de 1h10. Attends 2 secondes. 2 secondes, je vais regarder c'est quel le plus long parce que pour être sûr qu'on te batte quand même. Ok, le plus long, c'est d'1h08 minutes. Là, on est à 1h10 minutes. Mais après, avec l'editing, je suis pas sûr. Faudrait que Gilles fasse une intro. Faudrait qu'il fasse une bonne intro assez longue.
Tu veux qu'on bafouille, qu'on baragouine pendant 5 minutes pour être sûr d'avoir de la marge? Les mecs trop relous, ça. C'est ça. Bon, On repart sur Age of Empires. On va se faire un remix. Sur ce, du coup, vous l'avez deviné, on a terminé l'épisode, on va se quitter. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Nomad Digital. D'ici là, rendez-vous sur notre site nomaddigitalpodcast.com si vous voulez retrouver tous les épisodes, les anciens épisodes où ça a duré que 25 minutes. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous sur iTunes, laissez-nous des avis sur iTunes. Vous le savez, on le répète souvent, mais c'est vraiment important. Il y a toujours des gens qui nous découvrent et c'est pour ça qu'on le répète, pour que les gens qui nous découvrent, qui ont écouté notre épisode de plus d'1 heure, eh bien, puissent nous filer la petite étoile en retour. Ça nous fait plaisir, on apprécie. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.